Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Laure Albouy, psychanalyste et coach. Avec franchise et naturel, Laure va nous parler de sa reconversion de gérante de négoce de carrelage à psychanalyste, de la relation de couple et du business. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir la magnifique femme et professionnelle qu'est Laure, ainsi que des conseils concernant la relation de couple et le rapport que nous pouvons avoir avec l'argent et le business. Alors vous êtes prêts ? C'est parti! Salut Laure, bienvenue dans Mots de Psy. Alors je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que je t'ai un petit peu travaillé au corps pour que tu répondes à ma demande. Ce que tu as fait, je te remercie. Alors c'est un peu particulier pour moi parce que tu as été ma coach pendant quelques mois sur un accompagnement business et on a fini il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Il me tenait à cœur de pouvoir te recevoir et on y est. Voilà, alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc bonjour Perrine, merci de m'avoir invitée. Effectivement, j'ai un petit peu procrastiné pour être là. Pas trop ma zone de confort, mais bon, voilà. Je m'étais dit que si je faisais un podcast un jour, j'avais eu pas mal de demandes avant que j'avais évidemment refusé en bloc parce que j'osais pas, parce que c'était pas mon truc. Mais voilà, toi effectivement je te connaissais, je t'avais eu comme cliente, je connais la qualité de tes podcasts, donc je m'étais dit à faire le premier, ça sera avec Perrine. Donc moi je suis psychanalyste au départ, thérapeute de couple et coach. Okay. Donc moi j'exerce en libéral, j'ai un cabinet sur Montpellier pour l'instant. J'ai repris des études, en fait au départ j'ai fait une école de commerce international. Oui, parce que tu disais je suis psychanalyste et tout, mais au tout début, qu'est-ce que tu faisais avant d'être psychanalyste ? Alors au début, moi j'ai fait des études de commerce international, donc BTS, licence, voilà. J'étais prédestinée et j'adorais ça. Donc moi je voulais vraiment travailler dans l'import-export, travailler à l'étranger. J'avais d'ailleurs fait tous mes stages à l'étranger. D'accord. Assez rapidement, en fait, j'ai ouvert... je devais avoir 23 ans. J'ai ouvert ma première boutique de prêt-à-porter à Palavas. Bon, ça a été un fiasco, on va pas se mentir. J'avais pas vraiment, là encore, la posture de chef d'entreprise. Donc, je devais peut-être un petit peu confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc ça a été une première expérience et une super expérience. Bien sûr. Ensuite, j'ai rencontré le papa de mes enfants qui lui était agent commercial dans le carrelage. D'accord. Très rapidement, je suis tombée enceinte. Donc, on a décidé de se poser parce que c'était beaucoup de routes, c'était voilà. Et il a souhaité ouvrir un négoce de carrelage. Ok. Moi, j'y connaissais absolument rien. Ouais, c'est quand même spécifique. Donc, oui, c'est très spécifique. Mais j'ai dit d'accord, mais si je peux m'occuper de la décoration du magasin, du logo, du nom, et de choisir vraiment une niche. Donc je lui ai dit ok, mais par contre du carrelage haut de gamme et voilà, je veux travailler avec des architectes, donc voilà, ça a été une super expérience, sauf que travailler en couple c'est compliqué, oui. Surtout sur une même surface, sur une petite surface de vente. Même si on avait chacun, lui il était à la comptabilité, la gestion, les commandes, etc. Et moi j'étais vraiment sur le contact client.
Mais ça restait quand même difficile. Donc, c'est à ce moment-là, quelques années après, que j'ai décidé de reprendre des études pour à la fois avoir du temps pour mon fils, qui était petit, puis je suis tombée enceinte du deuxième, et de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et comment t'as rencontré la psychanalyse, du coup? Comment on passe du carrelage à la psychanalyse? Ouais, alors ça, c'est très, très bizarre. Alors, je pense qu'il y a une succession de choses. Moi, quand j'ai accouché de mon grand, en fait, on a découvert qu'il avait une maladie génétique. D'accord. Donc, j'ai été confrontée au milieu hospitalier très rapidement. Et pas dans des... Alors, il y a des médecins qui ont été exceptionnels et qui le sont toujours et qui le suivent toujours, mais j'ai eu affaire à quelques internes, même quelques infirmières, quelques puères, qui dans le discours, c'était un petit peu, voire très, très violent. Ouais. Voilà, donc ça, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que c'est là que j'ai commencé, moi, à consulter pour moi. D'accord. Voilà, le néphropédiatre, très rapidement, m'a dit, ce serait bien que vous voyiez un psychologue, etc. Ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, j'ai pas eu un contact extraordinaire. Mais bon, ça s'est arrêté là, en fait. J'étais dans ce processus-là. À aucun moment, je me suis dit, je veux être psy ou quoi que ce soit. Mais j'ai commencé à consulter, en fait, pour moi, pour digérer tout ce que je venais d'apprendre rapport à la maladie de mon fils. Et puis, en fait, ça a été très particulier. Tous les jours, pour aller au magasin, je passais devant une grande bâtisse, un très, très beau bâtiment, avec marqué, en gros, IPN. Ok. Bon, pour moi, l'IPN, en plus, j'étais dans le carrelage. Autant te dire que c'était... voilà, on cassait un mur porteur et voilà, moi, c'était la poutre de métal, quoi. Mais quand même, ça m'intriguait que ce soit marqué juste à côté de ce bâtiment. Et je passais tous les jours devant et c'était un endroit où il y avait énormément de bouchons. Donc, j'avais le temps de voir le panneau. Entre-temps, on a déménagé, tout ça, donc je passais plus à cet endroit-là. Et j'étais partie, je commençais à regarder ce que je pouvais faire. Donc, moi, dans l'idéal, j'aurais aimé reprendre des études de droit. J'ai toujours rêvé d'être avocate. Bon, quand j'ai vu la quantité de cours, oula, je me suis dit, avec 2 enfants en bas âge, dont un malade, le magasin, la maison qu'on venait de faire construire, ça va pas être possible. Et très, très rapidement, j'ai basculé sur naturopathe. Il y a eu décoratrice d'intérieur aussi. Voilà, je regardais un petit peu toutes ces formations-là. Et puis un matin, je me suis réveillée, mais alors c'est vraiment un matin, je me réveille, j'allume l'ordinateur et je crois que je marque sur Google Psy Nîmes. J'habitais à Nîmes à l'époque. Et là, le premier truc qui sort en encart, c'est IPN. Ah ouais. Oh ah ouais. Et là, je me suis dit, ok. Et en fait, c'était Institut de psychanalyse nîmois. Ah, d'accord. Donc, je regarde l'école, etc. À l'époque, c'était Monsieur Ruffia qui est décédé depuis, lauréat du prix Jean Rostand. Enfin, et donc j'appelle l'école et là, elle me dit, on est complet. Enfin, c'était novembre ou décembre, la première rentrée était passée, mais elle me dit, on a énormément de demandes, on ouvre une deuxième session en février. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je suis rentrée, j'ai intégré cet institut, donc freudien. Et voilà, et j'ai fait mes 5 ans là-bas, et après j'ai rajouté 2 ans pour être sexothérapeute. D'accord, donc ça t'a fait quand même 7 ans d'études? Oui, alors 5 parce que j'ai fait sexo en même temps, j'ai goupillé le truc, mais oui, 3 ans pour être autorisée et 5 ans pour être certifiée. Et alors, parce que tu disais avocate, tu ne te voyais pas reprendre tes études avec les enfants, etc. Mais au final, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Comment tu t'es organisée? Oui, c'est beaucoup, mais c'était en cours du soir. C'était le week-end. Voilà, c'était pas du tout la fac toute la journée. J'aurais pas pu. Moi, je me rendais régulièrement à l'hôpital. Enfin, voilà. En plus, entre-temps, j'ai divorcé quand même. Donc là, c'est là que ça s'est un peu compliqué parce que je me suis retrouvée dans ces études seule. Avec les 2 petits. Ah oui. Le papa pas très présent, on va dire ce qui est, voire pas du tout. Donc oui, ça a été une période compliquée parce que financièrement, plus rien. Quand je travaillais avec mon ex-mari, je me suis retrouvée, j'avais plus de revenus. Travailler, c'était compliqué parce que les études, plus les allers-retours à l'hôpital, plus... Donc là, ça a été une période quand même où, clairement, j'ai fait des ménages, j'ai donné des cours, c'était... là, l'argent, pour le coup, il n'y en avait pas, ou peu. Donc là, ça a été
ça a été très complexe à la fois physiquement, j'étais très fatiguée, psychologiquement et voilà. Mais je sais pas. À aucun moment je me suis dit c'est bon, j'arrête, je retourne dans le commerce et c'était devenu obsessionnel. C'est ce que j'allais te dire. T'aurais pu largement arrêter 100 fois. Oui, trouver un boulot et bon, sauf que rebosser dans le commerce, un commerce, c'est 9h, 19h le samedi. Avec 2 enfants toute seule, j'avais pas ma famille autour, j'avais personne pour me les garder, voilà, donc c'est pas trop possible. Et puis de toute manière, c'est ce que je voulais faire. Voilà, j'avais décidé que je serais psy, donc voilà, je mets un peu de temps à déclencher. Par contre, quand je déclenche, il y a plus grand chose qui m'arrête. Et tu avais déjà certaines croyances sur le métier de psy, donc t'étais allé voir quelqu'un, mais est-ce que du coup tu avais une idée de comment t'allais faire Aucune. D'accord. Aucune. J'avais très peu consulté pour moi. Peut-être une fois, j'avais vu un pédopsychiatre, je crois, pour mon grand. Voilà, quand il devait avoir 2-3 ans. J'avais fait une séance. Donc, c'était un milieu que je ne connaissais pas. Par contre, j'adorais la psychanalyse pour le côté art majeur, en fait, parce qu'il y avait de la psychanalyse, mais il pouvait y avoir de la mythologie, il y avait de la littérature, il y avait de l'art, il y avait... pour moi, c'était hyper complet, c'était au-delà de la psychanalyse, c'était pas j'apprends une technique, j'apprends... non, c'était vraiment... presque, je l'aurais fait pour moi, sans en faire mon métier. Et c'était une culture générale de dingue, c'était un milieu fascinant, il y avait toute l'histoire aussi qui va avec, des années freudiennes, etc. De tous ces grands hommes là qui ont traversé l'histoire, c'était une époque. D'accord. Voilà, ça me ramenait aussi à quelque chose de beaucoup plus général. C'était pas que la psychanalyse. D'ailleurs, je crois que je ne me voyais même pas exercer en cabinet, ça c'est venu après. D'accord. C'était l'idée. Mais en fait, c'était pas... je sais pas, j'ai l'impression que je le faisais pas pour ça, au départ. Ouais, tu le faisais pour la connaissance. C'était quand même pour avoir un métier et qui me permette de gérer mon emploi du temps pour m'occuper des enfants. Mais je sais pas, ça me plaisait tellement, ça me passionnait tellement que même si j'en faisais pas mon métier, c'était pas grave. D'accord, et donc au bout de ces années d'études, du coup, comment t'as fait pour t'installer? Alors, j'ai ouvert, on peut commencer à exercer, je crois que c'était ça au bout de 3 ans, en fait, quand t'es autorisé. Donc, je me suis installée, en fait, avec une autre élève qui était dans la même promo que moi. On a ouvert un cabinet toutes les deux sur Nîmes. Ok. Ça a pas duré, on a dû rester associés 1 an et demi. Après, je l'ai quitté pour partir avec mon meilleur ami qui, lui, s'installait, avait trouvé un cabinet pour lui, il était maître Pratt en hypnose. Et voilà, on s'entendait tellement bien que c'était... on a décidé de travailler ensemble, enfin, en tout cas, sur le même plateau. Donc là, je sais plus combien de temps j'ai fait avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai entamé la formation pour être coach. D'accord. Parce qu'on était avec une autre associée qui, elle, était psychothérapeute, mais qui avait rencontré, son chéri, en fait, était formateur, coach. Jean-Philippe Vidal, donc qui forme lui beaucoup sur l'énéagramme, qui a écrit pas mal de bouquins sur l'énéagramme. Donc elle m'a dit, Laure, t'as une posture de coach, t'as pas du tout une posture de psychanalyste. J'ai jamais fait je crois que j'ai dû avoir que la première année des gens que j'allongeais sur le divan, mais très rapidement je suis passée en face à face. Très rapidement j'ai fait du recadrage, de la confrontation. Dans ma façon de parler, les murs étaient très peu isolés à ce moment-là, on avait une mauvaise isolation, donc elle m'entendait quand même un petit peu bosser. Et elle m'a dit, mais il faut que tu fasses une formation en coaching, t'as la posture en tout cas, c'est déjà ce que tu fais. Ah, j'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait une formation de 1 an. D'accord, ok. Que j'ai foiré. J'ai pas eu le diplôme à la fin. Au départ. Alors ça a été une année un petit peu compliquée parce que entre-temps le papa de mes enfants est décédé. Donc voilà, émotionnellement, j'étais quand même pas au top. Oui, bien sûr. Je me suis cogné quand même pas mal de trucs à ce moment-là, des difficultés avec mon grand qui rentrait dans l'adolescence. Voilà, donc sur une épreuve, je crois que j'ai eu, ça passait, je crois que j'ai eu 11 ou 12, mais elle m'a dit, tu vaux largement mieux. Ils m'ont dit, voilà, tu vaux largement mieux, on te laisse pas on te laisse pas le diplôme à 12 ou 13. Quoi. Ouais.
Donc, tu repasseras cette épreuve l'année prochaine. Et effectivement, l'année d'après, j'ai eu 18. Donc, c'est que j'étais vraiment pas dans mon... Ouais. Rien à voir. Donc, ça s'est fait comme ça. D'accord, ok. Et après, donc maintenant, tu es sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Donc, c'est là aussi que j'ai pu te rencontrer. Comment t'es arrivée sur Instagram ? Alors, quand j'ai fait cette formation en coaching, je ne m'en suis jamais servie, en fait. Donc, j'avais payé quand même un certain prix pour faire cette formation, mais je n'arrivais pas du tout à allier psychanalyste et coach. Oui, c'est vrai que dit comme ça, on se dit, mais ça n'a rien à voir. Ouais, exactement. J'ai appris des outils, en plus du coaching structurel, donc... il y avait de l'analyse transactionnelle, il y avait de la programmation neurolinguistique, l'énéagramme. Enfin voilà, il y avait plein d'approches, plein d'outils hyper intéressants, des protocoles, etc. Mais moi, en séance, en fait, je restais dans ma thérapie de soutien de type analytique. Donc le coaching, voilà, donc c'était un peu... je me rappelle même, j'avais demandé de l'argent à l'époque à ma mère pour m'aider à financer la formation. Elle me disait, tu comptes en faire quoi au juste de cette formation-là ? Je commençais un peu à s'inquiéter. Bon, ben ça sortait pas. Hein. Enfin, à un moment donné, mais toujours pareil, j'avais appris des choses. Et puis, donc, j'ai rencontré en 2016 mon conjoint actuel. Donc moi, j'avais divorcé depuis 6 ans, hein, donc j'ai passé 6 ans seule. J'ai rencontré mon conjoint et puis on a décidé d'emménager ensemble 2 ans après. Donc en 2018, je l'ai rejoint sur Montpellier, je suis venue vivre à Montpellier. Donc j'ai dû lâcher ma patientèle à Nîmes et retrouver une patientèle à Montpellier. Bon, super, ça a très vite pris, puis j'en avais de Nîmes qui m'ont suivi, mais enfin, c'était pas non plus la patientèle que j'avais à Nîmes. Et entre-temps, arrive le confinement. Donc là, la merde, cabinet fermé. Donc à l'époque, j'avais un bon compte Instagram sur la décoration d'intérieur, parce que c'est quelque chose que j'adore, et qui a été piraté, juste avant le confinement. Ah oui. Ouais, donc je me suis dit, bon, compte piraté, je vais en ouvrir un autre. Mais peut-être plus axé sur la psychologie, histoire de dire que je fais de la visio, quoi. Voilà, parce que les charges, elles, par contre, elles continuent à tomber, mais moi, mon cabinet était fermé. Oui. Donc, voilà, on va faire des petites publications. Je n'y connaissais absolument rien, parce que moi, le compte de déco, je prenais des photos comme ça, je les mettais, et ça allait très bien. Et là, j'ai commencé à écrire des textes, à faire des posts, etc. pour expliquer un petit peu mon métier et pour dire « Coucou, je suis là, je fais de la visio. » Voilà. J'ai mon URSSAF à payer. Et c'est arrivé comme ça et très rapidement, ça a décollé. Ouais. Voilà. Très rapidement, j'ai eu pas mal d'abonnés. Voilà, et je me suis un peu prise au jeu, en fait. Mais au début, je n'y connaissais absolument rien. Mais rien. Je ne savais pas faire de story. Les posts, c'était du grand n'importe quoi. Il était hors de question psychanalyste. Il était hors de question que je me montre face caméra en story. Donc, ça, c'était niette. Ça a bien changé depuis. Je fais des lives 3 fois par semaine. Mais là, du coup, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Alors, évidemment, des psychologues, des psychanalystes, mais aussi des coachs. Ouais. Et là, je me suis dit, mais toi aussi, t'es coach, en fait. T'as un diplôme. Ah oui, je me souviens, je connais ça. Ah oui, j'ai quand même fait une grosse formation que j'ai foirée, que j'ai refait, que j'ai quand même un truc un peu lourd, quoi. C'était pas la formation Groupon à 99 €. Il y a peut-être un truc à faire, là. Ouais. Et là, très vite, Laure, psy-coach. Et c'est vraiment Instagram qui m'a permis d'allier les deux, psy et coach. Voilà, c'était plus psy ou coach, parce que moi, j'avais repris le coaching aussi pour faire du coaching d'entreprise, pour faire du business coaching, parce que le commerce me manquait quand même. Moi, au départ, j'avais fait des études de commerce et c'était vraiment, j'aimais ça. Oui, ça j'aimais le business, j'aimais l'entrepreneuriat. Et quand j'ai fait cette école de coaching, moi, c'était vraiment pour accompagner des dirigeants. D'accord. Je voulais vraiment accompagner des dirigeants au sein des entreprises, voire faire de la formation en entreprise. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être moyen. Et puis, c'est parti comme ça. Et voilà. Et j'ai lancé mon premier atelier Oedipe et sa mère sur les relations amoureuses. Et puis après, il y a eu Pénélope sur le célibat. Et puis Crésus sur l'argent. Et là, Alchimie sur le couple. Voilà. Donc, j'ai commencé à lancer des programmes comme ça. Mais alors,
Ouais, clairement au talent, hein. Il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune... mais ça a marché tout de suite. Ouais, je me souviens, c'est vrai de ta transition. T'en avais parlé, c'était vraiment un questionnement. Enfin, on sentait que c'était au départ vraiment scindé et après qu'il y a eu un lien entre les deux et vraiment, c'était intéressant à voir. Et je pense que c'est peut-être là aussi où je t'ai rencontré. Et on voyait en fait la posture, l'évolution. Et je me suis dit, mais psychanalyste, mais non, 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 coach, ouais, c'est carrément ça. Et en fait, c'est les deux, hein, c'est les deux clairement. Tu fais les deux dans tes accompagnements. Je sais pas, ah oui, j'avoue que je n'ai pas vraiment la posture de coach à 100% dans mes accompagnements individuels, en tout cas, et même quand je fais du groupe, et j'ai pas non plus la posture de psy, c'est clairement un mélange des deux. Je serais incapable de coacher sans amener une partie psychologique, voire psychanalytique, hein, sur l'inconscient, sur les mécanismes de défense, sur les névroses, etc. Donc il y a vraiment cette idée dans mes accompagnements du pourquoi. Mais par contre, on s'y attache pas trop, on s'y attarde pas trop, et on va dans quelque chose, dans un état désiré en fait assez rapidement avec le comment et avec des solutions. Ouais, tout à fait. C'est ça qui m'a plu aussi parce que je me retrouvais là-dedans dans ta posture et donc du coup je me suis dit bah j'y vais. Oui. Et donc tu as un peu des sujets de prédilection. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah ben moi c'est le couple. Ouais. Vraiment, le sujet qui me passionne le plus, c'est la relation de couple, parce que je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, et très rapidement, j'ai fait de la thérapie de couple, et c'est vraiment là où je m'éclate le plus. Alors pour moi, c'est... bon, après, ça n'engage que moi, mais c'est vraiment... Ouais, pour moi, la thérapie la plus difficile, parce qu'on est nombreux en thérapie de couple. Il y a monsieur avec son inconscient, madame avec son inconscient, moi avec le mien. Ça fait du monde. La part masculine. Ouais, voilà, la part masculine et féminine de monsieur, la part masculine et féminine de madame, la mienne, ou monsieur, ou madame, hein, je prends le truc très hétérosexuel, mais et du coup, il se passe plein de choses. En termes d'alliance, en termes de... Donc voilà, moi, très vite, la relation, j'aime les relations. J'aime la relation à l'entreprise, à l'argent, à l'autre. J'aime les surfaces de projection, j'aime les miroirs. Moi, c'est le lien, en fait, qui m'intéresse. Donc voilà, très, très vite, je me suis spécialisée dans le couple et dans le business, parce que c'est quand même... mes premiers amours, ça reste quand même... le commerce. Ouais, le commerce, le business, entreprendre, se challenger, mais avec aujourd'hui une autre forme, je pense, de leadership. Un leadership un peu plus conscient, un peu plus féminin, un peu moins patriarcal, parce que je pense que c'est ça qui me dérangeait dans l'entreprise, c'était ce côté très, très vertical, très hiérarchique, très masculin, très... l'argent, et je pense qu'il y a une autre... on peut aujourd'hui, en tout cas les femmes, apporter autre chose. Donc c'est vraiment... Moi, je travaille essentiellement avec des femmes entrepreneurs. Donc, et je trouve qu'elles ont une énergie de dingue parce que ça passe vers quelque chose qui est beaucoup plus dans le flow, dans l'intuition, qui est beaucoup plus connecté, beaucoup plus conscient. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est quelque chose d'assez... Je trouve que la femme aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment des choses à faire. Ouais, ok. On va revenir du coup sur l'entrepreneuriat un peu plus tard. Si on se concentre là sur le couple, c'est quoi les problématiques qui reviennent le plus souvent dans les thérapies que tu as pu faire? La communication et le sexe. Très souvent, les premiers motifs de consultation, alors même si c'est rarement ça, mais en tout cas, c'est ce qui pousse à consulter, c'est on a du mal on ne se comprend pas. Oui. Voilà. Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Alors, encore une fois, dans les couples hétérosexuels. D'accord. Les couples homosexuels, c'est pas forcément ça. En tout cas, c'est pas les mêmes choses qui se jouent. Mais oui, c'est essentiellement, on ne se comprend pas. Il y a des conflits liés à la communication. Et en deuxième, je dirais, ma femme n'a plus de désir. Voilà. Ok. Et c'est avec ça que tu tricotes Et on tricote parce qu'on se rend bien compte que très souvent, tout ça, ce ne sont que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond, de blessures, en tout cas individuelles, beaucoup plus profondes. Et c'est ces blessures, ces traumas de l'enfance, ces liens d'attachement qui, plus ou moins sécures ou qui font que ça se rejoue dans le couple et que le scénario qui se jouait au départ, que le contrat de couple du départ, il n'est plus forcément valide après quelques années.
Et tout l'enjeu, c'est d'écrire quelque part un nouveau scénario, de signer un nouveau contrat avec qui on est là aujourd'hui, ici et maintenant. Mais voilà, donc on va effectivement chercher toutes ces blessures du passé qui sont souvent similaires dans le couple, mais les mécanismes de défense qui ont été mis en place, les armures, sont par contre différents, et c'est ça qui crée en fait cette guerre des égos, cette lutte de pouvoir. D'accord. Donc on essaie de remettre de la conscience là-dessus et une reconnexion dans ce couple, en fait, de recréer la relation de couple, de la restaurer un petit peu quand c'est pas trop tard. Oui, parce que ça arrive aussi qu'ils se séparent. Oui. Et auquel cas, moi, j'aide en fait les couples à se séparer parce que s'aimer en conscience, c'est génial, mais se séparer en conscience, c'est hyper important aussi, notamment quand il y a des enfants. Tout à fait. Et puis pour refaire sa vie aussi plus tard, peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un et pas forcément refaire les mêmes erreurs, donc de mettre de la conscience là-dessus. Donc oui, il y a des couples qui se séparent parce que les couples ont du mal à consulter quand même. Souvent, c'est monsieur qui freine un petit peu et du coup, ils arrivent chez moi très souvent juste avant l'avocat. Ouais. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors, c'est en train de changer, ça je trouve. J'ai de plus en plus de jeunes couples. Soit de jeunes couples, soit de jeunes parents qui viennent assez rapidement. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a moins de passifs, il y a moins ça a été moins abîmé, la relation a été moins abîmée. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc ça j'ai l'impression en tout cas que ça a tendance à bouger, mais globalement, les gens attendent au moins 6 ou 7 ans avant de consulter. Ah oui, donc c'est 6 ans de mauvaise communication, de frustration, de colère, et tout ça s'encode. Donc après, c'est plus la même. Alors du coup, pour toi, quand est-ce qu'il faut consulter ? C'est quoi les premiers signes ? Moi je dirais qu'il faut consulter même quand il n'y en a pas besoin. Ouais. De pas attendre les signes en fait. Moi j'adorerais en fait que les couples qui se rencontrent fassent 2-3 séances, ne serait-ce que pour apprendre, pour comprendre ce qu'est un couple. Tout à fait. Pour comprendre les bases, que l'autre n'est pas soi, qu'il est différent, qu'il n'a pas la même vision du monde, qu'il n'a pas la même histoire, que c'est pas la même carte en fait. Et ça devrait faire partie presque du contrat de mariage quand les gens se marient. 2-3 séances avec un thérapeute de couple ou juste pour comprendre le fonctionnement du couple. Voilà, ça c'est dans un monde idéal. Ouais, et sinon, dès qu'on sent qu'en fait il commence à y avoir des insatisfactions dans la communication, dès qu'on voit les premiers signes, en fait, on y va. Et ça peut être très rapide. Très très rapide. Moi j'ai hier j'ai reçu un couple, je pense qu'une séance ça a suffi. C'est un peu comme la thérapie individuelle, il faut pas attendre d'être au plus mal pour aller consulter. On peut aussi consulter quand ça va bien, mais juste pour se comprendre notre fonctionnement. Exactement. Et là du coup après ça permet aussi d'économiser certaines séances parce que du coup on appréhende mieux les situations et voilà, et du coup ça dure beaucoup moins longtemps. Ouais, tout à fait. Alors, les stats disent qu'un couple sur 2 se sépare. À ton avis, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Je sais pas, mais je pense qu'on vit quand même dans une société de consommation à tous les niveaux, qui a aujourd'hui une facilité à rencontrer avec les sites de rencontres, et que les gens deviennent un peu feignants. Ouais. Alors, moi, je m'en rends compte quand même, parce que j'ai 2 adolescents, donc je vois bien à quel point la culture de l'effort et du travail, moyen. Alors il y a aussi et heureusement l'indépendance des femmes, l'autonomie des femmes qui a fait qu'aujourd'hui on reste plus avec son conjoint parce qu'on n'a pas de travail, parce que les femmes sont quand même globalement de plus en plus indépendantes. Mais il y a cette espèce de croyance que je vais me séparer, ça ira mieux, je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui sera mieux. On a toujours tendance à voir ce qui ne va pas. Il y a 80% qui va bien, il y a 20% qui va pas. On va être focus sur ces 20% qui ne vont pas. Tout à fait. C'est la loi de Pareto. À un moment donné, voilà. Et du coup, plutôt que de changer la relation, on va avoir tendance à changer de partenaire. Ouais. Dans une espèce de croyance qu'avec un autre, ce sera mieux. Oui, sauf qu'à un moment donné, si le travail sur soi, il n'est pas fait, on va reproduire la même chose avec quelqu'un de différent. Et voilà, je trouve ça un peu dommage aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que ça y fait beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de cette notion de bon, ça va pas, je change quoi. Ouais. J'achète des rideaux chez Ikea, ils me plaisent plus, je vais les changer, ça coûte pas si cher que ça, j'ai les moyens, voilà. Il y a un peu cette notion là
de fuite, on s'engage pas vraiment. Alors évidemment, quand la relation est très très abîmée, quand on s'aperçoit que l'autre ne nous correspond plus, évidemment qu'on quitte. Alors quand il y a de la violence, n'en parlons pas, hein, qu'elle soit psychologique ou physique, on s'en va et très très vite. Mais sinon, je trouve qu'aujourd'hui on a quand même pas mal d'outils, de solutions, en tout cas pour essayer. Tout à fait. Et justement, quel serait le truc fondamental pour une vie de couple épanouie ? La conscience, la responsabilité, la conscience. La conscience de soi, bien se connaître soi, dans toutes ses parties. Pas que la partie qui nous fait tout va bien, toutes les parties d'ombre, toutes les parties un peu dégueulasses de nous, quoi, hein, tout ce qui a été refoulé, en fait, quand on était enfant et qui se rejoue dans le couple, de bien se connaître soi, de bien avoir conscience de ses propres traumas, de manière à voir la relation comme un espace de guérison, finalement. Comme un espace un peu sacré de guérison. D'accord. Et du coup, d'amener l'autre vers ça et vraiment de se dire que si vous bougez individuellement, s'il y a vraiment un message à faire passer, n'attendez pas que l'autre bouge. Les hommes et les femmes sont différents. Les hommes, ils n'ont pas forcément la même temporalité, la même... ça se joue pas pareil au niveau des émotions. Pour tout un tas de raisons. Voilà, mesdames, si vous m'entendez, bougez. Si vous bougez, le monde autour va bouger. Votre relation va bouger, la relation avec vos enfants va bouger. Si vous bougez, le monde bouge autour de vous. N'attendez pas que l'autre fasse. Il le fera. Vous serez un modèle, en fait. Et l'autre, en fait, dans l'énergie, il sera porté par ça et à un moment donné, il bougera. Si on y met beaucoup d'amour et beaucoup de connexion et de conscience, l'autre, il peut pas rester froid par rapport à ça. C'est pas possible. Bien sûr. Ok, alors tu parlais de modèle. C'est quoi ton couple modèle ? Un couple connu pour qu'on puisse connaître aussi. Alors moi, quand j'étais petite, quand j'étais ado, donc je pense qu'on n'est pas thérapeute de couple par hasard. Hein. Moi, mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. Bref. Et j'étais admirative du couple Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Parce que j'avais entendu, alors après je sais pas, hein, mais qu'ils vivaient dans un immeuble parisien, qu'ils vivaient dans le même immeuble, je crois même sur le même palier, mais séparément. Et moi je trouvais ça génial. Moi j'ai eu de grosses difficultés. Moi le couple ça a été compliqué, l'engagement pour moi c'était compliqué. Et je trouvais ça génial parce que du coup on était avec l'autre, mais en même temps on préservait son espace, son intimité. On sait qu'un couple, pour qu'il fonctionne, il a besoin de cette intimité, de cette fusion, surtout au départ. Mais la sexualité, elle a besoin d'espace. Du manque naît le désir. Donc, à un moment donné, quand on est trop l'un sur l'autre, H24, etc., la libido a tendance à moins circuler parce qu'elle a besoin d'espace, elle a besoin que ça circule. Mais le couple, il a besoin, lui, donc c'est de mettre le curseur finalement au bon endroit. Et là, je trouvais que c'était un bon compromis. C'est de chacun chez soi et en même temps ensemble. Voilà. Donc, juste pour ça, je dirais Françoise Hardy et Jacques Dutronc, même si on sait que Jacques Dutronc n'était pas un modèle à mon avis, de fidélité et de voilà. Mais dans le fonctionnement, en tout cas, c'était ça. Ok. Juste dans le fonctionnement. Et est-ce que tes connaissances t'aident aussi dans ta relation de couple à toi, ou est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ? Ah non, alors là, clairement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est peut-être pour ça que je fais ce métier aussi. C'est parce que c'était compliqué pour moi, parce que c'était... Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est comme quand on devient psy, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, ou chez soi, ou chez nos parents, et qui n'a pas pu être fait. Ouais, quand même, mes compétences et mes connaissances m'aident. Et en même temps, elles me desservent aussi. Parce que du coup, je suis dans une forme à certains moments. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai eu 42 ans. Il y a une forme de toute puissance aussi. Moi, je sais et l'autre ne sait pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, le côté, si c'est ça, oui, mais si tu dis ça, c'est parce que, là, c'est une projection, gna 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 gna. Souvent, mon conjoint me dit, c'est bon, arrête de faire la psy. Donc, on va voir un thérapeute de couple. Il nous est arrivé de faire des séances chez un thérapeute de couple. Alors moi, c'était dans un côté, je pense, un petit peu manipulatoire, quelque part. C'était qu'il y ait un confrère ou une consoeur qui lui dise ce que je lui disais, mais si ça vient de l'autre, ça passera mieux. Comme avec les enfants, hein. J'ai amené mes enfants chez le psy, elle a rien dit de plus que ce que j'avais déjà dit. Mais il n'y a pas
y a pas cette intimité, il y a pas cet enjeu, et c'est beaucoup plus neutre, donc ça passe mieux. Bah, bien sûr. Voilà. Ça a marché du coup? Ouais. Génial. Donc tu as senti quand même une évolution toi aussi dans ta posture, dans ton couple en tout cas, mais une évolution par rapport à tes Oui, puis il y a l'âge aussi, hein. Enfin, c'est pas que mon métier, c'est aussi l'âge, c'est aussi l'expérience, c'est aussi les deuils, les traumas qui sont passés par là, parce que forcément, quand on a la vie un peu rock'n'roll que j'ai eue, on va rencontrer quelqu'un qui a été peut-être lui aussi abîmé par la vie, et tout ça se mélange, et voilà, et puis c'est un remariage quelque part. Donc il y a un passif quand même, il y a une histoire, il y a des enfants avant, donc on met la famille recomposée au milieu. Ouh. Oui, il y a de quoi faire. Voilà, faut gérer quoi, c'est du boulot. Eh oui, super. Alors pour faire une petite transition avec l'argent et pour parler de ton autre sujet de prédilection, donc l'argent, l'entrepreneuriat, le business et le couple. Alors qui est le plus dépensier dans ton couple? Bon, clairement, je pense que c'est moi. Moi, j'ai tendance à acheter des conneries. Enfin, voilà. Et puis, il y a eu à un moment donné un peu des achats compulsifs aussi, hein, quand émotionnellement on n'est pas top. Voilà, des petites bricoles. Alors, jamais de là me mettre en danger. Enfin, voilà, j'avais 2 enfants, hein, donc. Mais j'ai senti que parfois c'était ça. Disons qu'on n'a pas la même façon de consommer. Oui. Voilà, moi on a besoin d'une télé, moi je m'en fous, je vais prendre la télé, peut-être pas la moins chère, mais ça va aller très vite. Lui il va comparer, analyser, et il prendra le modèle peut-être un peu plus cher parce que voilà, moi ça je m'en fous. Donc c'est pas la même façon de consommer, mais et encore je dis ça pour les fringues, des fois il y va d'un coup, et voilà, ça se joue pas aux mêmes endroits, on sent que c'est pas la même éducation, c'est pas, mais voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là en tout cas. Ok. Alors maintenant, quelles sont les croyances peut-être les plus répandues sur l'argent ou l'entrepreneuriat en général? Sur l'argent, alors moi je le vois, moi comme je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, notamment dans le bien-être, que ce soit des psys, des thérapeutes, des coachs, il y a quand même un peu cette idée, pour peu qu'elle soit dans la spiritualité, que l'argent, en fait, c'est quelque chose de, pas de sale, mais en tout cas que c'est pas compatible avec l'aide. Oui. Il y a un côté, si on aide, si on accompagne, c'est un peu un don de soi et on fait du bien aux gens, donc ça devrait être gratuit. J'exagère un peu, hein, je caricature volontairement, mais du coup c'est très compliqué pour elles, par exemple, de fixer leurs tarifs. Tout à fait. Donc ça se retrouve là. Moi, l'argent, dans ma croyance à moi, c'était sale. Ok. C'est-à-dire que, mais alors ça, il y a beaucoup de conflits de loyauté. Il y a un transgénérationnel derrière. Hein. Il y a, voilà, c'est très souvent toutes les croyances en fait ne vous appartiennent pas. Hein. Ce sont celles de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Quand on a grandi dans des familles où l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour en avoir et c'est compliqué. Il faut économiser. Et de toute manière, les gens qui ont de l'argent, ils sont pas bien, ce ne sont pas de belles personnes, ça rend méchant, ça rend prétentieux. Quand on a grandi là-dedans, donc moi, l'argent, il rentrait, il fallait qu'il sorte, quoi. Oui. Donc soit on me le volait, soit je le dépensais, soit je retirais de l'argent au distributeur, je récupérais la carte, mais pas le billet. Enfin, c'était portefeuille ouvert de longue. Il y avait une espèce de fuite de l'argent, fallait pas qu'il reste. Donc ça, il y a eu un gros travail à faire en transgénérationnel et de désencoder tout ça. D'accord. Mais oui, souvent les croyances autour de l'argent, c'est ça, quoi. C'est vu comme quelque chose de tabou. On parle très peu d'argent, surtout en France. Totalement. Il y a Ah oui, il y a quelque chose de vraiment. Ah non, je peux pas dire combien je gagne. Ou moi, combien j'achète ça. Oui, c'est ça. Et moi, je tiens vraiment sur les réseaux sociaux à enlever tous les tabous, surtout chez la femme. C'est encore plus compliqué chez la femme. Donc moi, je me prends tous les sujets touchy quand même, hein, la sexualité, le couple et l'argent. J'y vais un peu franco, mais à un moment donné, non, faut parler d'argent en fait. Ouais. C'est la matérialisation de la réalité en fait, d'une entreprise. Et justement, alors quelles sont les croyances à avoir si on a à switcher ces croyances-là qui sont plutôt limitantes? Quelles sont celles à avoir pour avoir de l'argent ou en tout cas pour avoir un rapport différent avec l'argent? Je pense que c'est pas transformer des croyances négatives et limitantes en croyances positives ou aidantes. C'est
c'est déjà une prise de conscience, déjà de prendre conscience de ces croyances-là, où ça se joue chez nous, parce que très souvent, on croit que c'est ça, mais en général, et c'est pour ça qu'on se fait accompagner, moi clairement, pour dégommer toutes ces croyances, je me suis fait coacher, parce que le coach, en fait, va voir les angles morts. Là où vous ne voulez pas voir, va voir finalement toute cette partie inconsciente qui se joue, notamment le conflit de loyauté avec la famille. Donc je pense que c'est surtout des émotions à ressentir. Si on n'arrive pas à le faire au niveau du mental, du mindset, du psyché, c'est peut-être le faire dans le corps à un moment donné. C'est comment je me sens par rapport à l'argent, quoi. C'est quelle émotion ça me procure. C'est plutôt travailler sur l'énergie du manque, sur la peur du manque, plus que forcément l'argent c'est génial, l'argent c'est sain. J'y crois moyennement à ça, parce que si ça reste au niveau du mental, à un moment donné, il faut que ça redescende dans le corps, il faut l'infuser, il faut l'encoder dans chacune de ses cellules. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des actions cohérentes et alignées, et donc d'obtenir des résultats différents. Donc moi, je dirais que c'est plus des émotions à avoir par rapport à ça. Oui, parce que tu peux te répéter 200 fois les phrases, si tu le ressens pas... Si inconsciemment, il y a une peur du manque et que c'est le reptilien qui se met en place, ce vieux cerveau, là, ce cerveau archaïque, et que du coup, on est en réaction, soit on va s'agiter dans tous les sens, soit au contraire, on va fuir, on va être dans l'inertie, on va plus rien faire. Dans tous les cas, ça va pas. Donc, c'est vraiment une réconciliation de remettre de la conscience et de prendre l'argent comme quelque chose de neutre. De toute manière, je le dis tout le temps, mais l'argent, le problème, ce n'est jamais l'argent. Oui. L'argent, c'est neutre, en fait. Vous le remplacez par des petits cailloux blancs ou par des petits pois, vous enlevez toute la charge émotionnelle. Ah, c'est vrai. C'est toute cette charge émotionnelle qu'il y a autour de l'argent. Qu'est-ce que ça fait quand je te dis tu as 9 millions d'euros sur ton compte, il te reste 9 doigts, tu vois? Le 9, il peut ne pas avoir la même signification, en fait. Donc, c'est toute l'énergie, toute l'émotion et la fréquence sur laquelle on va vibrer à propos de l'argent. Et malheureusement, on est nombreuses à vibrer sur le manque, quand même. La peur de manquer. Donc, du coup, on s'accroche, on se tétanise, ou au contraire, on fuit l'argent. C'est cette peur. Et quand les actions sont posées à partir de la peur, ça donne rarement de bons résultats. Maintenant, quand on pose les actions à partir d'une énergie, une émotion d'amour et de confiance, là, là, ça shift. Et est-ce que tu aurais un outil justement pour arriver à sortir de ce mental-là et le faire infuser émotionnellement? Non, c'est pas un outil. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. C'est des prises de conscience d'abord. C'est de travailler, enfin en tout cas dans ma façon de travailler, c'est de travailler à la fois sur le mental, sur le psyché, sur le mindset, sur le corps, sur toute la partie émotionnelle, presque énergétique, et surtout de mettre des actions en place. Je crois que le premier truc à faire, c'est de bouger, c'est de mettre du mouvement, c'est de changer ses habitudes, c'est voilà, la plus petite action possible pour changer ça. Parce que si vous faites toujours la même chose, il n'y a rien qui va changer, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vraiment du mouvement, de se mettre en action et de se faire accompagner. Seul, on peut longtemps faire le hamster dans ça. Tout à fait. Alors, ce qui est justement intéressant dans ton compte Instagram et dans les messages que tu envoies aussi, c'est que tu parles d'accompagnement, tu dis souvent que toi aussi t'es accompagné, qu'est-ce que ça t'a apporté. Donc, ça permet aussi de se rendre compte que même en tant que psy et que coach, c'est intéressant de se faire accompagner aussi. Surtout en tant que psy ou en tant que coach. Enfin, moi, j'ai toujours été en supervision, alors moins aujourd'hui. Mais oui, c'est hyper important pour aller regarder justement ces angles morts, quoi. Ouais, et même si c'est notre travail, d'être accompagné et de le voir par quelqu'un d'autre, c'est totalement différent. Ah oui, encore une fois, notre carte n'est pas le territoire, en fait. Et on a notre vision du monde, on a nos lunettes. Et de changer de lunettes permet de voir les choses différemment et du coup de s'ouvrir déjà, de créer des possibilités et de mettre d'autres actions en place. Tout à fait. Et justement, donc ton entreprise a beaucoup évolué depuis ton arrivée sur Instagram et même depuis que tu es psychanalyste. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été cette évolution ? Alors moi, ça a été, donc au départ, oui, c'est ça, je me suis mise sur Instagram, j'ai été psychanalyste en libéral et très rapidement, j'ai voulu travailler avec du groupe.
je sais pas comment c'est venu. En fait, j'ai créé un atelier, là, Oedipe et sa mère, c'était le premier. J'en ai fait d'autres. Après, tous les mois, je fais des ateliers à des prix très raisonnables, histoire que ce soit accessible au plus grand nombre. Et ça a pris. Et je pense que j'étais très fatiguée aussi de la thérapie en présentiel, de la psychothérapie en présentiel. J'étais un peu usée, ça faisait un moment que je faisais ça. Et puis, encore une fois, j'ai traversé des épreuves et des événements dans ma vie assez douloureux qui abîment, mine de rien. Puis, à un moment donné, je me suis dit, là, maintenant, je veux gagner de l'argent, avoir du temps et dans le plaisir. Et ça, je pense que ça m'a plus quittée. Voilà, j'avais décidé d'être heureuse, j'avais décidé de ne plus manquer et j'avais décidé d'avoir du temps pour moi et pour ma famille que j'avais un peu lâché quelque part parce que quand on crée quand même un business comme ça, à un moment donné, ça devient un petit peu obsessionnel. Donc, ça a été tout le travail de cette rentrée-là. Enfin, ça avait démarré un petit peu avant. Donc voilà, j'ai lâché la thérapie en individuel petit à petit pour me consacrer davantage au coaching. Et oui, donc moi j'ai créé Louvre Coaching, ça a été une expansion, ça a été une grosse expansion, avec beaucoup de chaos au milieu de tout ça, parce que être psy en cabinet en libéral c'est une chose, être entrepreneur vraiment sur les réseaux c'est encore différent, c'est du digital. Et puis, plus on grandit, plus on fait du chiffre d'affaires, moi, je gérais ça seule. Donc, j'avais mes patients en cabinet la journée et je travaillais mon compte Instagram la nuit. Ah oui. J'ai passé un hiver, là, un peu compliqué quand même. Donc là, j'ai décidé d'embaucher. Donc, du coup, c'est plus du tout la même posture. J'ai une assistante community manager, marketing, etc. J'ai une assistante pour la gestion comptable, administrative, financière. Donc, il y a encore peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Donc maintenant, je suis dans une posture de chef d'entreprise avec un gros chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est plus du tout la même posture, ça fait peur. Et en même temps, je le fais toujours avec la même authenticité, avec la même joie, avec le même fun. Donc je fais rire mes assistantes. Je suis vraiment une quiche. Je fais croire peut-être que je suis une quiche parce que je pense que je serais pas là où j'en suis si vraiment j'étais déconnectée de tout. Mais donc ça, c'est peut-être l'histoire que je leur raconte et que je me raconte parce que ça fait rigoler. Et en même temps, je sais exactement où j'ai envie d'être et où je veux être. Donc on peut en rire parce qu'en fait, je sais ce qu'il y a derrière, quoi. Tout à fait. Donc c'est une très belle évolution et c'est intéressant de voir aussi comment tes sujets de prédilection et tes accompagnements sont aussi une partie de toi et de ton évolution. Oui, parce que je pense que pour moi, c'est important, alors peut-être pas dans la partie couple, parce que c'est finalement très thérapeutique. Heureusement qu'en tant que psy, on n'est pas censé être bipolaire, schizophrène ou dépressif pour accompagner ces patients-là. En revanche, dans le business, quand j'accompagne les entrepreneurs, par exemple, clairement, je me sentirais pas d'accompagner là des entrepreneurs qui veulent faire du 100K de chiffre d'affaires mensuel. Je n'y suis pas. Donc, moi, j'ai passé des caps. J'ai démarré à 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Jusque-là, je peux accompagner parce que je pense que quand même, il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir implémenté dans la matière. Je peux pas accompagner sur du 100 000 si moi, je les ai pas encore fait. Donc, il y a des choses quand même, notamment dans le business, je le vois bien. Je vois bien que j'avais pas du tout la même posture à 5 ou 10 000. Déjà, le passage des 5 au 10, le passage à 5 chiffres, déjà, il y a un shift qui s'est fait. Et là, c'est que des shifts, en fait, régulièrement. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir implémenté pour pouvoir accompagner les entrepreneurs ne serait-ce qu'à passer aux 5 chiffres, quoi. Donc ça, je m'en sens tout à fait capable parce que je l'ai vécu. Plus, pour l'instant, non. Mais je le ferai au fur et à mesure que moi, j'évolue, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on ressent aussi. Et que mon entreprise évolue. Ouais, c'est ça que tu t'apportes aussi dans tes accompagnements. Oui. C'est super. Mon expérience. C'est pour ça que j'aime pas trop les cases à ce niveau-là, parce que je suis pas vraiment psy, je suis pas vraiment coach, je suis pas vraiment mentor, mais dans mes accompagnements, il y a du mentorat où clairement, j'explique comment moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour passer à 5 chiffres, voilà. Il y a du consulting, parce que je donne aussi des solutions, les outils que j'utilise, le business model que j'utilise, le business plan, tout ce qui est stratégie, etc., où clairement je n'y pigeais rien.
Il y a du consulting, il y a du coaching, il y a le côté psy, il y a le côté mentor. C'est un peu tout ça, quoi, en fait. Je fais vraiment des accompagnements hybrides. Oui, mais on en avait parlé justement dans l'un de nos rendez-vous. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Oui, c'est ça. Du titre que tu donnes c'est qui tu es toi et qu'est-ce que tu apportes dans tes accompagnements, et à partir du moment où ça convient à ta cliente, et ben c'est parfait. Exactement. Le titre, moi, avec des formations derrière. Les femmes qui viennent me voir, en général, elles viennent pour choper mon énergie. Oui, c'est ça. Jamais elles me demandent quels outils j'utilise, si c'est de l'analyse transactionnelle, si c'est de la psychanalyse, si c'est l'énéagramme, on s'en fout en fait. Totalement. Elles viennent choper mon énergie et d'ailleurs mes accompagnements maintenant, mon dernier coaching, il n'y a même plus de rendez-vous en visio toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est un accompagnement illimité sur 1 mois sur WhatsApp où je suis avec elle du matin au soir. Ouais. Elle me pose toutes les questions dans la journée, et comme ça, je peux les accompagner sur toutes les sphères de leur vie. La femme, la mère, l'épouse, l'entrepreneur, l'amante, la maîtresse. Enfin, je suis vraiment sur tous les fronts, sur toute la journée, en fait. Je réponds à leurs questions, je les accompagne, je les guide, je les facilite. Il n'y a plus cette notion de temps, voilà. Et du coup, ça permet énergétiquement d'être complètement libre. Bien sûr. Parce que moi, en tant que cliente, j'attendais mercredi prochain d'avoir le rendez-vous avec ma coach pour parler de mon business model. Puis entre-temps, ça retombait, j'avais changé d'idée, j'étais fatiguée. Là, au moins, il y a un accès permanent à moi. Donc, dès qu'elles le sentent, elles peuvent me joindre. Ouais, c'est génial. Alors, tu as créé ton propre accompagnement avec toutes ces casquettes que tu as, en t'appuyant sur tes formations aussi. Il faut être clair aussi là-dessus, quoi. Ah oui. Ouais. Oui, là, par contre, je vois trop de coachs qui s'installent, qui s'étonnent de ne pas travailler. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut redescendre là-dessus aussi. Alors, on entend beaucoup dans le développement personnel, la légitimité, elle est intérieure, elle est interne, elle est propre à soi. Non. Non. Si demain, j'ai mon voisin qui fait un malaise cardiaque, même si je me sens très légitime, je vais pas faire une opération à cœur ouvert dans le lotissement, quoi. Donc, il y a un moment, je pense que les formations sont hyper importantes. Et là aussi, il y a de tout et n'importe quoi. Et puis surtout, il y a l'expérience. Oui. Je n'accompagne pas maintenant comme j'accompagnais il y a 15 ans. Bien sûr. Forcément. Donc, la légitimité, elle vient aussi de mes clientes, de mes retours, de mes patientes, de mes pairs, de mes confrères, de mes consoeurs. C'est un tout, la légitimité. C'est pas que par rapport à soi. Ouais, tout à fait. Alors, où c'est que tu trouves toutes ces idées de tes programmes, de tes accompagnements, de la transformation de tes accompagnements? Donc, tu l'expliquais là avec un nouveau programme qui s'appelle donc Trait d'Union, où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait, ce que tu proposes. Donc, si. Alors, si, en fait, c'est super connu. Alors, je ne savais pas, Ouais, mais quand j'en ai parlé à ma coach, j'étais vraiment en joie. Je trouve un truc génial, j'ai une idée de dingue, je kiffe, j'adore, je vais accompagner mes clientes comme ça. J'étais la gamine, quoi. Oui, elle me dit, ça se fait beaucoup depuis quelques années outre-Atlantique et c'est arrivé en France. Ah merde. Je me suis dit, mais presque, c'est le concours Lépine, quoi. Ça y est, j'ai un concept. Je vais déposer la marque. Je tiens un truc. Elle me dit, non, ça se fait beaucoup. Ah, okay. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est nouveau pour moi. Visiblement, c'était déjà très connu. Comment me viennent mes idées Alors, je dirais déjà dans la voiture. Ok. Dans la voiture et dans mon bain. Voilà, c'est comme ça déjà que ça descend. En fait, c'est toujours dans des endroits où je suis coincée. D'accord. Moi, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Je suis un petit peu hyperactive. Ça fuse là-haut. Et c'est vrai, quand j'ai des longs trajets à faire, j'ai pas le choix, en fait. Faut que je conduise et je suis coincée dans ma voiture. Donc là, du coup, je pense que je pose le cerveau, je suis concentrée sur la route et là, je sens qu'il y a des choses qui descendent. Ouais, Alchimie, c'est fait entre Arcachon et Montpellier. Trait d'Union, c'est fait entre Embrun, enfin les Ors, là, j'étais de mariage, et Montpellier. Voilà, déjà, ils naissent très souvent comme ça. Okay. Et après, je pense que c'est l'inspiration. Mais pour que l'inspiration, pour que le flow, pour que cette intuition arrive, je pense que ça nécessite de créer de l'espace à l'intérieur de soi.
Et quand on est maman, solo, entrepreneur, businesswoman, enfin un peu dans tous les sens, en tout cas pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué de créer de l'espace. Donc s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est de prendre un maximum de temps pour soi et de plaisir, d'aller marcher en nature, de respirer, d'avoir des moments en fait pour laisser ce flow, pour laisser cette énergie circuler et avoir la disponibilité psychique nécessaire. Et après, dans un second temps, on met en place des actions, des stratégies. Pour moi, c'est vraiment le féminin qui vient porter l'énergie du masculin. Ou l'énergie masculine qui pousse cette énergie féminine. Et c'est cette alliance des deux qui, selon moi, en tout cas, crée un beau et un joli programme ou un joli accompagnement. Ouais, tout à fait d'accord. On va tenter la technique de la conduite ou du bain. On va voir si ça marche. Oui, alors... Prenez l'autoroute de nuit, mettez la playlist, alors pas les gosses à l'arrière, ou alors vous les ensuquez un peu avant, mais l'autoroute de nuit, playlist qui va bien, vous allez sentir que vous commencez à partir, parce qu'en fait vous êtes vachement dans le kinesthésique, dans le corps, parce que concentré sur le volant, donc du coup il y a une espèce de déconnexion qui se fait, et là ça glisse en fait. Ça glisse vraiment. Ouais, le conscient est occupé à être concentré sur la route et c'est là que l'inconscient te parle. Ouais. Pareil pour la poterie, le jardinage, tout ce qui est manuel, en fait, vous permet de poser le cerveau. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe, et que du coup, les choses arrivent. Ouais. Et là, ça descend dans la matière. Tout à fait. Bon, super. À tester. Quels sont tes projets maintenant ? Me calmer. Ouais, beau projet. D'être plus dans le calme, enfin de vraiment avoir une vie alignée à qui je suis profondément et pas à qui j'ai dû être parce qu'il a fallu faire face à des choses. Donc j'étais beaucoup dans le reptilien, dans le mode survie en tout cas. Il fallait agir, réagir et sans trop réfléchir. Donc maintenant c'est vraiment de me poser, de prendre du temps à rien faire, ou en tout cas à faire ce que j'aime, à m'occuper des miens, à mener mes enfants évidemment le plus loin possible. Et dans la partie business, c'est de continuer à accompagner les femmes dans leur business et de les aider à grandir. Enfin, moi j'ai vraiment cette ambition et ma contribution elle est là, c'est que les femmes deviennent vraiment des femmes. Avec un grand F et qu'elles sortent de cette posture de petite fille blessée, de pauvre petite chose fragile, et que vraiment elles prennent leur place, quelle que soit cette place, et ça dépendra jamais d'un chiffre d'affaires, ça dépendra jamais de tout ça, mais que vraiment elles se sentent en place. Donc continuer là-dedans, quel que soit le moyen, à travers du one-to-one, du groupe, des masterminds, du présentiel, des immerses, je m'en fous. Le comment, je m'en fous, mais l'idée directrice, elle restera comme ça. Bon, super. On a hâte de voir tous les beaux projets que tu vas porter encore. Un grand merci Laure en tout cas d'avoir répondu à mes questions et j'en profite en même temps aussi pour te remercier pour notre accompagnement. Et tu vois, ce qui était intéressant, c'est que c'était un accompagnement business. Et au fur et à mesure, donc oui, on a parlé business, ça m'a accompagnée dans le business et c'était génial. Et aussi, ça a accompagné dans le couple. Et c'est ça qui était incroyable. C'est que j'étais pas du tout partie là-dessus. Et ça a évolué énormément dans le couple. C'était incroyable. Donc merci vraiment pour ça. Je crois qu'on a ri, on a pleuré. Enfin, j'ai pleuré beaucoup à certaines séances. Donc, là, je peux encore pleurer. Mais je crois que ça, c'est le leitmotiv. C'est quelque chose qui revient chez toutes mes clientes. C'est qu'elles prennent un accompagnement business avec moi et ça change leur vie de couple. Ou au contraire, quand elles prennent un accompagnement alpha, par exemple, qui est sur 3 mois. Donc là, on va travailler sur toutes les sphères. Mais quand elles prennent un accompagnement sur leur vie perso, elles débloquent complètement au niveau du business. Mais parce qu'encore une fois, les deux sont liés. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 trucs. C'est que les deux sont des surfaces de projection, que ce soit l'entrepreneuriat ou le couple. Les deux sont des laboratoires, en fait, pour travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses peurs, sur ses traumas. Donc, je crois que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des femmes, dont tu fais partie, qui sont en conscience de ça et qui du coup vont très vite et moi je voudrais travailler qu'avec des gens comme toi. Enfin c'est le Graal pour moi. En tout cas c'était génial, donc vraiment merci. On sera amenés à travailler ensemble encore je pense et je l'espère dans l'avenir. En tout cas
Un grand merci pour ça, parce que vraiment ça a été génial. Et merci aussi pour tous les messages que tu donnes aussi sur Instagram. Vraiment, c'est très inspirant, et de la personne que tu es. Merci à toi, Perrine. J'espère qu'on va vite se revoir. D'une manière ou d'une autre, on se reverra sur Instagram. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Je suis très fière, déjà, d'être là, et je suis très heureuse que ce soit avec toi. Je tenais vraiment à ce que mon premier podcast ce soit avec toi. C'est fait. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres derrière, mais en tout cas, le premier, c'était avec toi, et ça, c'était hyper important pour moi. Et c'était très important pour moi aussi que tu sois là. Parce que dans tous mes podcasts, les personnes que j'interroge, c'est parce que j'ai un lien particulier avec eux, dans tous. Et donc, c'était pour ça aussi que c'était important pour moi que tu sois là. Ouais, c'est chouette. Merci. Un grand merci, Laure. À bientôt. À bientôt, Perrine. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.